On les retrouve, nos invités pour la suite du débat, le journaliste Chris Ega, directeur de publication de Express Info, et le président de l'Alliance Jeunesse et Développement, Kosiga Akwete. On quitte Kinshasa pour Ouagadougou. Il s'agit de la première attaque du genre au Burkina Faso. Mardi 18 janvier, 4 soldats français ont été blessés, dont un grièvement dans l'explosion d'un engin explosif improvisé à la sortie de l'aérodrome de Waïgouya, dans le nord du Burkina Faso, près de la frontière malienne. Alors, Kosiga Akwete, cela arrive dans un contexte aussi difficile, non seulement pour les soldats français, mais également pour les relations entre la France et les pays du Sahel. Vous savez, le Burkina Faso et le Mali ont des armées qui sont complètement à terre, effondrées. Et le Mali a confié sa sécurité, sa défense à la France. Aujourd'hui, la junte se bat pour la confier à la Russie. Le Burkina Faso, je dis, est pris de coup puisque il a fait la prouesse d'emprisonner d'abord les maîtres de sa sécurité. Je veux parler de Diendéré et sa bande. Voilà, le régime en place a pu les mettre sous éteignoir. Il n'a plus de relais, il n'a plus de personnalité forte qui maîtrise alors les arcanes de la sécurité et du renseignement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'armée burkinabé n'arrive pas à contenir les assauts des djihadistes. Et surtout, le lieu où s'est posée l'explosion là est cité comme un lieu de transit. Un lieu de transit où se passe beaucoup de choses, les armes, beaucoup de marchandises illicites, contrôlées par les djihadistes de l'EI. Ce que ne maîtrise l'État islamique, ce que ne maîtrise pas alors que ce soit l'armée burkinabé et encore moins l'armée française. Aujourd'hui, les blessés sont transférés à Gao. Bon, certains sont allés à Paris. Voilà, certains sont allés à Paris, mais le problème demeure. C'est pourquoi la fois dernière, quand on opinait sur ce qui se passe aujourd'hui au Mali, nous autres, nous avons dit que la jeune se cache derrière ce patriotisme, cette histoire de panafricanisme pour tromper la population malienne. Parce qu'aujourd'hui... C'est l'impression que vous avez. Oui. Comment vous voulez que... C'est pas une impression, c'est la vérité. C'est la vérité. L'armée malienne composée de 18 000 personnes ne peut pas contenir... Alors, quand on prend même la superficie géographique du territoire malien, les 18 000 Maliens, les 18 000 forces de défense et de sécurité ne peuvent pas contenir les attaques terroristes. Non. Le Mali a passé tout son temps dans la mauvaise gouvernance, les détournements de fonds et tout. Et donc, ce n'est pas Assimi Goïta et son équipe qui alors vont refonder cette même armée et aller alors poursuivre les terroristes. Vous savez, aujourd'hui, si la force Barkhane n'a pas assez de puissance, c'est parce que la force Barkhane, quand il voit des terroristes ou des groupes de terroristes quelque part, il les combat. Mais n'oubliez pas que avant cette histoire de terrorisme-là, cette affaire de djihadisme résidait au Mali. Il y en a d'autres qui ont les armes, puisqu'il y a beaucoup de territoires maliens où la présence de l'État ne se fait pas voir, ne se fait pas sentir, où les Peuls protègent certains agriculteurs. Il y a ces groupes-là qui alors protègent les autres parce qu'ils ont les armes. Et c'est ces petits groupuscules-là qui utilisent aujourd'hui alors une partie de l'État islamique ou de Boko Haram. Alors tout ça, on ne peut pas se dire en 5 ans, nous allons mettre fin à ce terrorisme. C'est impossible. Est-ce que le Mali, est-ce que l'État malien, est-ce que les forces de défense maliennes ont déjà occupé tout le territoire malien? Est-ce qu'ils peuvent alors rentrer dans chaque ethnie, dans chaque tribu pour extirper les terroristes? Non plus. Donc aujourd'hui, je crois que ces deux États ne peuvent que s'ouvrir à la CEDEAO et de par la CEDEAO. Oui, ne peuvent que faire appel à l'expertise de la CEDEAO et la CEDEAO aussi ne peut que alors leur apporter les solutions
D'où un consensus. D'où un consensus, que de se dire que non, nous allons d'abord finir Blaise Compaoré, le condamner, le priver de venir au Burkina Faso, que Diendéré ne sorte jamais de prison. Ce n'est pas la solution qu'il faut pour le moment. Donc pour vous, eux, ils sont une partie de la solution. Mais ils sont une partie de la solution, ils sont encore vivants, on ne peut que tirer d'eux comment ils faisaient les choses. Comment ils arrivaient à contenir ces gens-là dans le temps et ajouter alors à cela leur propre expertise, ne serait-ce que pour contenir un peu les assauts des terroristes et permettre à ce que le Burkina retrouve un peu la paix. Parce que sans la paix et la sécurité, aucun développement n'est possible. Alors, il y a longtemps que le Burkina Faso ne parle plus de développement. Il ne recherche que la paix et la sécurité aujourd'hui. Maintenant, s'il y a des gens qui ont pu faire leurs preuves, pourquoi alors prendre un procès pour les mettre loin, les éloigner des affaires ou du territoire burkinabé? Non plus, ce n'est pas aussi. C'est pourquoi, entre-temps, le premier sujet, vous avez vu que la justice de la RDC empêche, alors qu'on appelle tout de suite Kabila au parquet, ne serait-ce que pour préserver la paix sociale. Ce n'est pas utile. Alors, pourquoi on ne va pas sur ce terrain au Burkina Faso? Alors, Chris Ega, depuis l'épisode inédit du blocage du convoi militaire au Burkina Faso, les voix s'élèvent pour condamner la politique française dans le Sahel, il faut le préciser. Et l'attaque là vient à une période un peu plus difficile. Absolument. Je crois que c'est plutôt dans ce contexte-là qu'il faut placer cette attaque-là, parce que avec cette attaque-là, on se rend compte que nous sommes passés à un autre palier de la tension qu'on observe au Burkina Faso. Je crois que la question essentielle aujourd'hui, c'est de savoir par qui cette attaque-là est arrivée. Parce qu'on sait que ce n'est plus seulement les djihadistes qui en ont après la France aujourd'hui au Burkina Faso, mais c'est aussi près d'une bonne partie du peuple français. Et vous l'avez si bien dit que quand le convoi là voulait passer par là, le convoi était bloqué et ça a été une grosse polémique, une grosse difficulté en tout cas pour la France de pouvoir faire passer ce convoi là de l'autre côté, de le passer à destination. Mais aujourd'hui, la bombe artisanale a été placée dans un endroit en principe qui devait être très sécurisé, de haute sécurité. Mais on constate que cela a été possible quand même. Donc, qui est donc responsable? Est-ce que ce sont les djihadistes ou bien est-ce que ce sont les nouveaux contenteurs de la France ou bien c'est les gens qui récemment se sont manifestés bruyamment dans la rue? On l'a constaté dans ces manifestations-là. De qui est venue cette bombe-là? Je crois que c'est la question essentielle qu'il faut se poser aujourd'hui est celle-là. Et je crois que c'est pour cela d'ailleurs que ce thème-là est mis au débat ici parce que nous sommes dans un flou total aujourd'hui au Burkina Faso. Autant les djihadistes en veulent à la France et peuvent bien poser cette bombe-là dans un endroit qui, en principe, est un endroit très sécurisé où on ne peut pas obtenir, dont on ne peut pas avoir accès aussi facilement que ça. Et pourtant, cette bombe-là a explosé et a blessé des Français. Ça veut dire que les Français ont été directement attaqués, non pas sur le front, mais plutôt à l'arrière-front, là où il y a ce transit-là. Il y a une question essentielle qu'il faut se poser, c'est que de qui est venue cette bombe-là? Qui a placé cette bombe-là? Et poser cette question-là, c'est absolument pertinent de se poser cette question parce qu'aujourd'hui, il y a deux ennemis contre la France directement au Burkina Faso, même, je dois dire, au Niger, et c'est ceux qui ont manifesté la dernière fois et aussi ceux qui étaient déjà sur le terrain, qui faisaient déjà qui plaçaient déjà des bombes, mais qui n'étaient pas descendus jusque-là, qui étaient restés dans les campagnes et qui s'attaquaient plutôt aux villageois. C'est ce qu'on a observé au Burkina Faso jusqu'ici. C'est vrai qu'à un moment donné, ces gens-là ont pu descendre jusqu'à la capitale pour placer des bombes. Je me trompe bien, c'est pas au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on est passé à un nouveau palier de cette tension-là. Et la France, à mon sens, devrait faire très attention. Oui, devrait faire très attention parce qu'aujourd'hui, l'ennemi est diffus. Ça a été déjà une guerre asymétrique, mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement une guerre asymétrique telle qu'on l'a observée avec les djihadistes, mais c'est aussi ceux qui sont les Burkinabés ordinaires
des jeunes qui sont contre la France. Sans doute, les militaires sont aussi de ce peuple-là. Bon, qui sont les ennemis aujourd'hui de la France? Je crois que la France a intérêt à faire un décryptage de la situation pour voir où sont ses ennemis. Est-ce que ces ennemis sont plutôt les plus irréductibles, sont à chercher aux côtés des manifestants ou bien aux côtés des djihadistes? Et surtout pour les dirigeants, renforcer la coopération, surtout sécuritaire, est très risqué quand on voit la gronde dans les casernes au Burkina Faso et surtout la colère populaire. Oui, vous savez, aujourd'hui, le monde est dressé contre la France. C'est vrai que la France aussi a des pratiques malsaines dans ses coopérations avec nos États. Mais est-ce que nous sommes en mesure de faire face aux problèmes de terrorisme sans l'expertise et le soutien de la France? C'est une question pertinente qu'il faudrait se poser et qu'il faudrait prendre du recul pour analyser avant de dire que la France parte, que la France est mauvaise. Aujourd'hui, sans la France, est-ce que la seule armée burkinabé peut faire face à ces terroristes, à ces djihadistes qui déciment tout le pays? Ce sont les vraies questions à se poser. Ce sont les vraies questions à se poser. Il ne suffit pas de dire, ok, je suis anti-français, on manifeste, on prête le flanc aux djihadistes de venir poser les bombes, ne serait-ce que pour faire mal à la France. Est-ce que cette phrase-là que nous dénonçons, si elle nous laisse, si elle part avec ces hommes et ces matériels aujourd'hui, est-ce que nous-mêmes, les pays africains, nous disposons de matériel de guerre pour faire face à cette guerre asymétrique-là? Non plus. Pourquoi certains se tournent vers la Russie. C'est pourquoi. Mais la Russie sera aussi confrontée au même problème que la France aujourd'hui, parce que personne ne force nos États à signer les accords avec la France. Est-ce que ces accords-là pour certains, la France alimente les djihadistes? Non, vous savez, moi j'ai toujours dit sur ce plateau, les djihadistes ne trouveront pas d'armes s'ils n'ont pas de combine avec les fournisseurs ou les grossistes, ceux qui vendent les armes. Mais les pays africains ne fabriquent pas des armes. Les armes qui sont fabriquées en Afrique sont appelées communément des armes artisanales. Alors, les armes de guerre sophistiquées qu'utilisent les djihadistes, alors leur matériel de communication, ils les trouvent où? C'est aussi ça la réalité. Ce n'est pas seulement la France qui fabrique les armes, non plus. Il n'y a pas que seulement les Français qui vendent les armes, non plus. Donc il va falloir que nous-mêmes, nous posons des questions auxquelles nous devons trouver des solutions. N'oubliez pas qu'il y a des marchands d'armes qui sont aussi des Africains, qui font ce circuit-là, ne serait-ce que pour s'enrichir. D'autres sont dans les bonnes grâces des gouvernements, ou de ceux qui gouvernent nos pays. D'autres sont avec peut-être la France, qui défendent peut-être les intérêts français. L'un mis dans l'autre, il va falloir que nous prenions, nous sachions raison garder pour ne pas vendre le sorcier pour acheter le voleur. C'est important. Chris Ega, vous ne pensez pas que les taux djihadistes se resserrent et par l'attaque là qui a eu lieu, c'est à Waïgouya. Les humanitaires et d'autres personnes, même les habitants, auront la phobie? Je crois que c'est une situation sérieuse à laquelle il faut réfléchir et trouver une solution en urgence. Parce que lorsque on ne sait pas, on ne connaît pas très bien l'identité, on estime que ce sont les djihadistes, mais je l'ai dit tout à l'heure, la France n'a pas que les djihadistes comme ennemis aujourd'hui sur le sol burkinabé. C'est à ça qu'il faut faire très attention, parce que l'ennui peut venir de n'importe qui. Parce que vous l'avez constaté la dernière fois, au passage du convoi, ce qui s'était passé. Les gens ont exprimé leur ras-le-bol clairement face à la France et on a dû utiliser du gaz lacrymogène, même des tirs à bout portant pour pouvoir arrêter ce mouvement-là. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a à le dire, c'est qu'on ne peut pas aller jusqu'au point de dire que les taux se resserrent, mais on sait que le périmètre opérationnel de ces djihadistes-là est en train de s'étendre. On l'a dit ici que ça s'étend surtout vers les pays côtiers, vers les petits côtiers. Mais avant d'atteindre les pays côtiers, il faut que ça passe à travers d'abord le Burkina Faso, par exemple, ou le Niger. Je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Bon, est-ce que maintenant les forces djihadistes ont la
possibilité de se déporter loin de leur base. Peut-être que parfois ça peut être aussi des actes osés qui leur permettent de dire que ils sont en mesure de porter le change face à la France ou bien face à tous ceux qui veulent les combattre. Mais ce que les djihadistes veulent, après tout, c'est de créer une zone d'insécurité, une zone qui ne soit pas sous le contrôle de l'État. Ils veulent surtout semer la peur et, à défaut de pouvoir mener des actions directes, au moins faire en sorte que le peuple burkinabé ou bien le peuple malien ou le peuple nigérien ne se sente plus à l'aise, surtout dans les campagnes. Parce que la dernière fois, on l'a dit au Mali, par exemple, on a fermé une bonne partie des écoles. C'est pareil aussi pour le Niger, c'est pareil aussi pour le Burkina Faso. Et je crois que mon frère l'a dit aujourd'hui, il faut mettre les forces en commun pour pouvoir aller face à ces djihadistes-là, c'est qu'il faut que la communauté, tout simplement, de la CEDEAO se mobilise. Il n'y a pas que le Mali pour faire face aux problèmes qui se posent sur le sol malien. Il n'y a pas que le Niger. Il n'y a pas que le Burkina Faso. Maintenant, pour dire un mot de ce qu'il disait tout à l'heure à propos du savoir-faire de l'ex-président. Je veux parler de François de Blaise Compaoré et non pas son frère. C'est son frère. Il faisait partie, mais c'est pas de lui et que je voudrais parler de Blaise Compaoré. Et je crois qu'à son époque, s'il n'y a pas cette tension avec les djihadistes, c'est parce qu'il était plutôt une force tampon entre ceux qui... Ce n'était pas à l'époque des djihadistes, c'est déjà les rebelles Touaregs qui, en ce moment-là, dérangeaient au Mali. C'est comme cela que cela avait commencé. C'est les rebelles maliens qui avaient commencé. Ils revendiquaient un État à eux au nord du Mali. Et je crois que ce sont ces rebelles-là que le Blaise Compaoré essayait de maintenir à l'écart en pourparlant avec eux, en les recevant au Burkina Faso, en parlant avec eux. Donc, il était à peu et il ne le faisait pas que là, parce qu'à un moment donné, Blaise Compaoré était devenu pratiquement l'homme à tout faire pour la France, il faut le dire. Oui. Il a été à ce moment donné le doyen pratiquement des chefs d'État et beaucoup de choses passaient par lui. C'était le bras opérationnel à un moment donné de la France. Donc, il se mêlait de beaucoup de situations. Surtout, en ce qui concerne la tension qu'on avait vécue avec les rebelles Touaregs au Mali, c'est le Blaise Compaoré qui était pratiquement la force tampon entre ces Touaregs-là. Et je crois que ça a été plutôt ça. Mais ce n'est pas qu'ils avaient un savoir-faire particulier en matière de sécurité, c'est parce qu'il avait... Blaise Compaoré avait un savoir-faire diplomatique, tout simplement. Il n'avait pas les moyens. Et quand bien même il devait avoir ces moyens-là, c'est la France qui les lui fournissait. Donc je crois que Blaise Compaoré était plutôt dans la diplomatie. Même avec les djihadistes. C'est ce que nous avons. C'est-à-dire à l'époque, à l'époque, ce n'était pas les djihadistes, parce qu'il ne faut pas confondre les rebelles Touaregs et les djihadistes. Parce que les djihadistes étaient arrivés après, avec l'explosion de la Libye. Ouais. Ils étaient descendus et je crois que ce sont eux qui avaient mené cette guerre-là, qui a failli. Il était venu dans un premier temps se joindre aux rebelles. Et c'est après qu'on a constaté qu'ils ne se sont pas entendus et qu'il y a eu éclatement et il y a eu maintenant plusieurs camps au niveau de ceux qui voulaient créer. Parce que les djihadistes, eux, ils voulaient créer un califat. Et les Touaregs voudraient avoir leur territoire. Je crois que c'est surtout ça. Les djihadistes voulaient créer un califat, c'est-à-dire un État islamique au Mali, mais les rebelles, eux, cherchaient à créer un État qui ne soit pas forcément un État califat. Vous comprenez? Donc, je crois que c'est à l'échec. Dans cette situation-là, c'est Blaise Compaoré pour parler avec les rebelles surtout Touareg. Il faisait surtout de la diplomatie. Mais je crois que cette diplomatie-là, je crois qu'il était quelqu'un qui était un peu au service de la France, qui disait un peu ce qu'il a lieu de faire. Je crois que ça a été ça. La France n'était pas intervenue directement dans ce conflit, mais utilisait Blaise Compaoré pour parler avec les djihadistes. Surtout intervenu aussi auprès de l'État malien pour négocier avec les rebelles. Je crois que c'est ce que la France avait voulu. Si la France avait arrêté les rebelles à un moment donné, la France ne leur avait pas permis d'avancer vers la capitale, mais les a retenus à un certain endroit du territoire pour contraindre
l'État malien a entré en discussion plutôt avec les rebelles, voir comment on peut créer peut-être pas deux États, un État Touareg, un État malien, non, mais quand même donner une autonomie large à cette partie qu'occupe le peuple Touareg. Je crois que ça a été ça. Donc le Blaise Compaoré n'était pas quelqu'un qui avait les moyens de faire la guerre, de faire la guerre là que nous observons aujourd'hui contre les djihadistes, mais il faisait surtout de la diplomatie pour inviter les uns et les autres à entrer en discussion pour trouver une solution. Aujourd'hui, Kosiga à côté, la remarque, elle est là. L'administration a fui presque au Burkina Faso. La population est livrée à elle-même et elle n'arrive même pas à cultiver, alors que la plupart vivent de cela. Oui, comme mon grand frère Chris l'a dit, c'est ce que souhaitent surtout les djihadistes. Faire peur, de sorte que l'État central et avec tous ces démembrements puissent fuir et leur délaisser les superficies ou les zones, et les occuper pour alors progresser vers d'autres zones qu'ils veulent attaquer. Mais je dis, cette fronde qui est tournée contre la France aujourd'hui, si nous ne savons pas quelle raison garder, va plutôt profiter aux djihadistes qu'aux populations maliennes et burkinabées. Ouais. S'il vous plaît. Que tous ceux qui, sur les réseaux sociaux, crient « Je suis avec le Mali, je suis avec le Mali, la CEDEAO, on insulte la CEDEAO, on insulte la France », ils ne font que donner plus de terrain aux djihadistes. Et avant qu'on ne se rende compte, peut-être que nous aurons les djihadistes partout, dans nos pays, un peu partout. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne fait que donner la main libre à cette supposée jointe qu'on prend de sauveur. Or, aujourd'hui, la CEDEAO est en train de voir plus loin et plaide même pour la sécurité des Maliens et des Maliennes que cette jointe-là. Cette jointe-là, oui, écoutez, non, laissez ça. Vous savez, chaque pays avec ses réalités. Même si la CEDEAO n'a pas pu faire des gens qui ont tripatouillé la Constitution, est-ce qu'il prévalait dans ces pays-là les mêmes situations de sécurité? Moi, je veux même parler de la sécurité au Mali. La CEDEAO ne l'a pas trop vu devant. Écoutez, ne dites pas que... Ne dites pas que la CEDEAO soldats togolais... Dire que la CEDEAO n'a rien fait au Mali, c'est de l'ingratitude. Je n'ai pas dit qu'elle n'a rien fait. Écoutez, tous ceux qui se cachent, ou tous ceux qui prennent aujourd'hui des caméras et qui vocifèrent sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils peuvent vous faire ce que la CEDEAO a pu faire au Mali? Tous les pays de la CEDEAO ont envoyé leurs soldats. Oui, c'est ça la CEDEAO. Et d'autres pas l'oublier. La fois dernière, le Togo a perdu dans des situations vous comprenez, c'est ça la CEDEAO. Sous couvert de l'ONU. Si la CEDEAO n'était pas là, si la France n'était pas là, est-ce que le Mali appartiendrait aujourd'hui à cette junte militaire-là? Non plus. Même si aujourd'hui, la CEDEAO enlevait ces éléments du Mali, est-ce que Wagner seul peut faire cette guerre-là? Non plus. Donc aujourd'hui, il va de soi qu'on puisse se retenir, revenir un peu en arrière pour voir comment lutter ensemble avec la CEDEAO et la France, voir comment on peut les aider à éradiquer ce terrorisme-là. Il faut un jeu franc. Écoutez, vous voyez, il a fallu que la CEDEAO ferme ses frontières avec le Mali pour qu'on arraisonne la fois dernière 3 conteneurs chargés d'armes à Dakar. Supposons que les frontières n'étaient pas formées. Peut-être que ces conteneurs d'armes seraient déjà réceptionnés par les djihadistes là. Donc il faut dire qu'il y a aussi des gens qui font de ce problème-là un grand commerce et qui ont beaucoup d'avantages, qui profitent de cette guéguerre que les gens entretiennent entre la France, la CEDEAO et cette junte malienne-là. Ce n'est pas bon. Ça se retourne contre les populations. Ouais. Aujourd'hui, vous avez dit, les gens n'arrivent plus à cultiver. Et ces gens-là vont vivre de quoi? C'est aussi ça la réalité. C'est ça. Donc, si nous aimons ces personnes qui aujourd'hui ne peuvent plus dormir chez eux, la solution n'est pas de vociférer, n'est pas de traiter de tous les noms d'oiseaux la CEDEAO, mais c'est plutôt
prêter main forte à cette CEDEAO pour qu'ensemble, nous puissions rester unis et combattre ce mal qui est le terrorisme. En tant que journaliste qui maîtrise aussi les questions sécuritaires, Chris Ega, quelle solution apporter pour sortir de ce débat? Quel débat au Burkina Faso? Ce qui a lieu, à mon sens, de dire, c'est de faire ce qui, comme il le dit, vous aussi fait sur les réseaux sociaux, que je suis Goïta, je suis malien, tout ça là. Je crois que la CEDEAO, justement, je crois que la CEDEAO aussi veut que le Mali soit en paix et que le Mali ne s'occupe, pour s'occuper des questions de développement. Ce qu'il y a le fait, c'est, vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui au Soudan. C'est une junte militaire qui est en train de massacrer les Soudanais aujourd'hui. Demain, je vous jure que ce sera pareil avec Goïta lorsque son pouvoir sera menacé. Vous allez voir ce qui va se passer. Il va se retourner contre cette grue-là, qui aujourd'hui, il utilise qu'il utilise et il dit que ben voilà, on pensait qu'on avait passé cette époque-là où on appelait les gens à faire des marches de soutien, à faire un rassemblement de soutien, et c'est ce qu'on est en train de revoir au Mali. Assimi Goïta qui appelle le peuple malien à aller aux manifestations, à faire de l'import-export, à conduire les gens sur les lieux de manifestation pour faire foule, pour faire nombre et dire que ben voilà les Maliens. Or, ce qu'on a vu la dernière fois, est-ce que c'est ça les Maliens? On a vu combien de millions de personnes là pu drainer. Donc, je crois qu'il faut que ceux qui vous suivent là, qui croient que je suis malien, je suis ceci, et que Assimi Goïta est en train d'utiliser tout simplement. Je crois que ce qu'il y a lieu de faire, c'est que cette junte-là revienne discuter avec la CEDEAO, avec les pays de la CEDEAO pour retrouver la raison. Et selon les dernières nouvelles, c'est ce qu'elle essaie de faire. C'est ce qu'il y a lieu de faire. Entre la CEDEAO et la junte militaire d'Assimi Goïta, on marque la pause pour le journal et on vous retrouve Kosigan à côté et Chris Ega.